Salut bande de photographes, bienvenue dans les MPR News du mois d'octobre 2017. On a pas mal de news matos et je vais vous montrer deux produits et j'ai même un petit sondage pour vous. Alors c'est parti. Alors tout d'abord, ceci n'est pas un placement de produit, c'est un sac que j'aime bien et que je vous présenterai tout à l'heure. Mais on va d'abord attaquer par les news du monde de la photo comme d'habitude. Alors, Nikon, qui lâche des brevets régulièrement. Alors vous savez, les brevets, on les dépose et puis ils sont publiés et rendus publics 2 ans après, si je ne dis pas de bêtises, c'est un an ou 2 ans après, mais il me semble que c'est 2 ans. Mais ça montre en tout cas dans quelle direction ils orientent leur R&D sur ces dernières années. Et là, il y a un brevet qui a été publié pour deux objectifs, notamment un 50 mm f0.9 et un 36 mm f1.2, qui sont des objectifs qui sont a priori faits pour des appareils photo mirrorless. Alors Nikon a déjà dit qu'ils travaillaient sur un appareil photo mirrorless, qu'ils allaient partir sur du très haut de gamme, donc a priori ils partent sur du plein format. Donc tout ça, ça semble quand même nous donner de bons indices que Nikon va potentiellement sortir, bientôt, peut-être pas trop bientôt, un boîtier mirrorless pour plein format. Un truc qui est intéressant quand même à regarder, c'est que sur ce brevet-là, il y a entre l'objectif et le boîtier mirrorless, donc mirrorless, c'est-à-dire que ce n'est pas un réflexe, il n'y a pas le miroir qui se relève, il y a un adaptateur qui permet de venir monter tous les objectifs, donc les objectifs F de chez Nikon, donc c'est les objectifs que vous allez avoir sur tous les appareils plein format récents, on va dire. Et c'est doublement intéressant, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que ça veut dire que tous ceux qui ont du Nikon et qui ont déjà des objectifs pourront les réutiliser sur ces potentiels futurs boîtiers. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura forcément un adaptateur entre deux, et que donc probablement ça va briser un petit peu les performances, on va dire, de l'autofocus. Voilà. Aujourd'hui, il existe des adaptateurs pour mettre sur les Sony pour venir mettre des objectifs Canon, par exemple, et c'est pas aussi bon que si vous utilisez des objectifs Sony ou si vous utilisez ces mêmes objectifs Canon sur un Canon. Donc d'avoir un adaptateur, c'est un petit peu une demi-mesure. Donc moi perso, je crains un petit peu cette idée-là de mettre un adaptateur pour dire bah voilà, vous pouvez utiliser tous les objectifs Sony, Nikon pardon, parce que je vous donne un adaptateur. Ça me paraît pas être super fut-fut, mais bon, on verra bien. Peut-être que pour eux c'est trop compliqué de faire un mirrorless qui acceptait toutes ces optiques actuelles, j'en sais rien. Voilà, à voir, on verra la suite. Polaroid, alors c'est vrai que ça pourrait être presque dans les news matos, mais disons que c'est du matos un petit peu à part, c'est un petit peu le renouveau de Polaroid. Alors la marque n'avait pas complètement disparu, vous êtes plusieurs à me l'avoir fait remarquer la dernière fois. La marque n'a pas complètement disparu, mais elle avait été rachetée et ensuite elle avait un petit peu été laissée en abandon. Et en fait, la marque avait été rachetée par des gens qui avaient lancé Impossible Project. Alors Impossible Project, c'était des gros fans de Polaroid qui voulaient refaire du papier pour pouvoir mettre dans ces anciens Polaroid. Donc ils avaient fait un financement participatif, ça avait super bien marché. Ils s'étaient remis à faire du film. Et puis du coup, ensuite, comme ils ont commencé à gagner des sous, ils ont racheté la marque Polaroid. Et puis ils ont commencé à développer petit à petit un appareil, et là ils sortent cet appareil Polaroid, donc c'est un petit peu le renouveau, mais toujours avec la même idée de mettre ces papiers dedans, et puis ensuite ça sort et on a l'image qui se développe sous nos yeux. Donc c'est plutôt cool, a priori l'appareil coûte pas forcément très cher, une centaine de dollars, après si vous achetez le film, le papier, je sais jamais comment appeler ça, le papier film, ça coûte un petit peu de sous, mais vu le succès des Instax ces dernières années, je pense que Polaroid va probablement bien marcher. Une petite offre que m'a gentiment relayé Olivier, qui est l'un d'entre vous. Olivier, c'est la personne qui avait fait tout l'article sur le comparatif des différents logiciels de montage. Et donc il surveille un petit peu tout ça, et il m'a pointé vers une offre qui est assez sympa. C'est que DxO, vous savez, régulièrement, ils mettent à dispo une de leurs anciennes versions gratuitement. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est DxO Optics Pro 11, qui est mise à dispo gratuitement jusqu'au 30 novembre. Sur le site, je vous mets le lien là, vous l'aurez dans l'article associé. Et c'est que c'est la version actuelle en fait de DxO Optics. Alors c'est la version 11 qui est sortie, si je dis pas de bêtises, mi-2016. Donc elle commence à avoir 1 an et demi à peu près. Donc à mon avis, s'ils font des offres comme ça, c'est qu'ils vont bientôt sortir la version 12. Mais il n'empêche, habituellement c'était plutôt, on a la version 9 qui existe et on donne la version 8 gratuitement. Donc là c'est plutôt cool. Donc pour ceux qui n'ont pas de logiciel de traitement d'image, de traitement de photos, vous pouvez vous y jeter. Pour l'instant c'est gratuit, donc allez-y.
Une petite news du gros monde de la photo, on va dire, c'est que Vitek Group, vous connaissez probablement pas, c'est on va dire un groupe d'investissement qui possède tout un tas de marques photo que vous connaissez bien pour le coup, donc les trépieds Gitso, les éclairages Lastolite et bien, accessoires pour éclairage, et puis Manfrotto surtout. Tout ça, ça appartient au même groupe qui s'appelle Vitek, et donc Vitek a racheté très récemment Joby, qui est la marque qui fait les GorillaPod, je ne sais pas si j'en ai un qui traîne ici, non. Les GorillaPod, vous savez, c'est ces petits trépieds avec plein de petites boules qui peuvent s'enrouler un petit peu partout. Et Lopro, le fabricant de sacs photo. Donc tout ça va arriver dans le même groupe maintenant, et du coup je pense que ça va probablement faire fusionner les sacs de chez Manfrotto et de Lopro. Enfin en tout cas ils vont probablement commencer à bosser ensemble. Donc pourquoi pas. Pour moi, je trouve que c'est plutôt... je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en fait, c'est juste une nouvelle. Allez, on passe aux news MPR. Alors, je serai au salon de la photo cette année. Lily traînera certainement avec moi. On y sera dimanche et lundi. Dimanche, je pense que c'est là où on a le plus de chances de se voir, même si j'aurai quelques rendez-vous, donc voilà, je ne serai pas forcément toujours dispo. Je vais peut-être courir un petit peu à droite à gauche, je ferai sûrement comme l'an dernier, je vais essayer d'aller voir un maximum de marques photo, parce que j'aime bien du coup aller les rencontrer, et puis du coup leur laisser ma carte pour dire si vous voulez tester, me faire tester du matos, allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, mais si vous me voyez courir, vous me faites stop, et puis vous n'hésitez surtout pas à nous arrêter, puis comme ça on fera connaissance quoi, c'est cool, c'est l'idée. Donc voilà, ce sera cool, et puis on y sera présent, et je vous dis le dimanche, si vous êtes là le lundi, je pense que c'est encore mieux, parce que le lundi il y aura probablement moins de monde. Dans ce cas-là, visez peut-être plutôt lundi matin, parce que lundi après-midi, je pense qu'on va se rentrer. Les revues de photos, c'est un truc qui revient régulièrement. Je voudrais partager un petit peu avec vous où j'en suis dans ma réflexion sur les revues de photos. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs qu'il n'y en a pas eu au mois de septembre, on n'en a pas programmé pour le mois d'octobre. Alors vous avez la revue des tipeurs, mais c'est un petit truc un petit peu à part. En fait, voilà, les revues de photos, c'est super clivant sur la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entre vous qui les zappent parce qu'ils disent bah c'est trop long et puis je ne trouve pas forcément du contenu intéressant. Et puis il y a toute une portion d'entre vous qui adore et qui dit bah moi je trouve ça génial, on se pose dans le canapé, on regarde ça. Il y a même l'un d'entre vous que j'avais rencontré au salon de la photo qui me disait bah c'était leur petite soirée en couple une à deux fois par mois où ils se faisaient un petit thé, ils se mettaient dans le canapé et puis regardaient la revue de photos et ils s'amusaient chacun à dire ce qu'ils auraient fait à notre place. Donc voilà. Donc je sais que certains d'entre vous adorent et d'autres disent bah ça n'a rien à faire sur la chaîne. Donc du coup je voudrais faire un petit sondage. Je ne dis pas que j'obéirai au sondage entre guillemets, mais je voudrais savoir un petit peu, en gros, donc vous avez le petit sondage qui apparaît là, que vous me disiez si les revues de photos, si les publications de ces revues de photos ça vous dérange vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez dans votre flux d'abonnement YouTube une revue de photos, vous êtes là, oh quelle horreur. Ou si vous les passez juste pour attendre la vidéo suivante, vous dites juste bah ça je les regarde pas mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Ou si vous les regardez quand vous avez le temps, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, vous regardez un bout, et puis après ça, vous passez à autre chose, mais en général, vous ne les regardez pas jusqu'au bout. Ou si c'est justement un incontournable pour vous, et vous dites ça, je les regarde jusqu'au bout, j'adore. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit sondage, juste pour évaluer, pour savoir si c'est un truc qu'on garde ou pas, ou qu'on change de format. Enfin voilà, vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs la revue des tipeurs, je l'ai changé un petit peu de format, parce que pareil, on commençait à avoir beaucoup de photos, donc c'est un autre format un petit peu plus rapide, un peu plus dynamique, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, petite nouvelle quand même, on va essayer de faire un live. Alors, j'avais déjà fait un petit live improvisé dans la voiture, mais là, ce sera le premier vrai live, on va dire. J'ai pas mal d'ambition pour ce live, j'aimerais faire un truc vraiment cool. Et donc voilà, il est prévu pour le 17 octobre au soir, c'est un mardi, si je dis pas de bêtises, ce sera de 21h à 22h. Et l'idée c'est qu'il y ait plusieurs parties durant le live, hein, que ce soit pas juste une heure où je cause et puis éventuellement je réponds à des questions. Là l'idée c'est qu'il y ait quelques questions-réponses. On va essayer de faire un petit jeu ensemble aussi, un espèce de jeu où il faut aller voter le plus vite possible sur des trucs. Éventuellement une petite revue de vos photos, alors c'est pas la peine de les envoyer maintenant, je donnerai un lien pendant le live et puis du coup vous pourrez envoyer quelques photos pendant le live. Et puis peut-être lancer un petit débat, et puis voilà, interagir avec les commentaires, il y aura peut-être un débat entre vous, etc. Donc voilà, comme je vous dis, je suis assez ambitieux, je sais aussi que ce sera le premier live, donc il y aura sûrement des couacs. Je le ferai pas chez moi, je le ferai à un endroit où j'ai une bonne connexion. Mais voilà, je ne suis pas sûr encore de la stabilité de la connexion. J'ai encore jamais vraiment configuré mon logiciel pour pouvoir incruster les commentaires. J'aimerais bien incruster les commentaires dans la fenêtre. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses que j'aimerais tester. Donc
voilà, ce sera expérimental, mais je pense que ce sera sympa. Et si ça marche bien, c'est le genre de truc qu'on pourrait faire beaucoup plus régulièrement à terme. Pourquoi pas, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines ou un truc comme ça pourrait être cool. Donc voilà, nouveau format, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez déjà le noter dans votre agenda, 17 octobre de 21 h à 22 h. Je ferai sûrement des relances sur Facebook, mais probablement pas sur YouTube. Donc notez-le bien maintenant. Et c'est parti, on va causer un peu matos. Alors, il y a eu quelques sorties de boîtiers le mois dernier. Olympus qui a sorti donc le successeur du OMD EM10 Mark II, qui est donc le OMD EM10 Mark III, très bien. C'est un micro 4 tiers qui fait 16 mégapixels et qui a tout le bazar qu'on peut imaginer dans ce type d'appareil. Une stabilisation du capteur, 5 axes, la vidéo en 4K, 8 images par seconde, 120 points d'autofocus, etc. Voilà. Et tout ça, ça sort à 800 $ en kit, donc avec le petit objectif kit. Tout ça pour dire que le micro 4 tiers, si vous cherchez un peu des performances et que la taille du capteur n'est pas forcément votre critère principal, vous ne cherchez pas forcément à avoir un flou d'arrière-plan énorme ou à avoir des performances en basse lumière vraiment impressionnantes, ou à avoir, parce que ça c'est mon critère, ou à avoir des angles de vue très très grands, où là pour le coup c'est l'optique qui coince, eh ben, les options micro 4 tiers sont vraiment pas mal, parce que quelque part si vous prenez un boîtier à 800 $, bah, vous avez à peu près tout ce qui se fait de mieux, quoi. Donc voilà, pourquoi pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des appareils photo à micro 4 tiers et qui en sont très très contents. Fujifilm qui a sorti le X-E3. Ça, c'est un nom qui est simple. J'aime bien. Merci Fuji, c'est bien. Et c'est un boîtier APS-C qui fait 24 mégapixels, qui filme en 4K aussi. Tout le monde le fait, hein. Sauf, voilà, qui vous savez. Rafale à 14 images par seconde, 91 points d'autofocus. Et puis là aussi en kit, 1300 $. Donc comme on est passé dans la catégorie APS-C, bah, on est un petit peu plus cher. Mais voilà. Et Fuji, pour aller avec ça, ils ont sorti un objectif macro 80 mm f2.8 à 1200 $. Donc le même prix que le boîtier que vous venez de voir juste avant. Donc là, ça fait un peu cher pour le coup, mais j'en sais rien, c'est peut-être un objectif macro extraordinaire. Canon qui a annoncé un 85 mm f1.4 stabilisé. Super intéressant parce que le 85 f1.4 pour plein format, c'est un objectif que beaucoup de photographes de portrait privilégient. Beaucoup d'ailleurs rêvent de passer au f1.2, mais apparemment, de ce que j'ai cru voir, le f1.2 est hyper mou à 1.2, et donc la plupart du temps, ben, ça sert à rien d'avoir un f1.2 si on ne peut pas l'utiliser à f1.2. Et donc le f1.4 est généralement cité comme étant la référence. Ça coûte des pépettes quand même. Et Canon commence à rajouter de la stabilisation dans ses focales fixes. Maintenant, les nouvelles versions des focales fixes ont de la stabilisation optique, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, un f1.4 stabilisé, en dehors du flou d'arrière-plan qui sera un petit peu moins important qu'avec un f1.2, mais bon, vous avez déjà un sacré flou d'arrière-plan à 85 f1.4 sur un plein format. Mais en dehors de ça, le fait qu'il soit stabilisé fait que vous pouvez l'utiliser dans des conditions de bien plus basse lumière que le f1.2 non stabilisé, donc c'est plutôt pas mal. 950 grammes et 1600 $ quand même. Bon, c'est le petit anneau rouge là, ça coûte cher. Ça. Canon a annoncé aussi, alors je ne vais pas appeler ça un boîtier, un petit appareil photo, si, un petit boîtier mirrorless, mais toujours dans la catégorie des EOS M, donc c'est à capteur APS-C, c'est la série qui n'a pas trop marché pour l'instant. Il y a le EOS M5 qui est vraiment pas mal, qui est similaire au Canon EOS 70D mais sans le miroir. Et là c'est le M100, donc c'est une version un petit peu plus bas de gamme. D'ailleurs quand ils en ont fait la pub, c'était vraiment avec plein de couleurs et tout. Enfin voilà, ils semblent viser les youtubeurs, voilà. Une drôle d'espèce les youtubeurs. Et donc voilà, APS-C, 24 mégapixels. Rafale de 4 images secondes. Ça fait pas terrible, ça fait pas rêver. Il y a un écran tactile évidemment. Et 600 $ avec l'objectif kit. Alors voilà, eux, ils mettent un écran qu'on peut relever, comme ça vise un peu les youtubeurs. Ce qu'ils n'ont pas compris quand même chez Canon, c'est qu'aujourd'hui, un youtubeur qui achète un appareil photo pour se filmer, ou une caméra pour se filmer, il prend illico une caméra qui a la 4K. Voilà, je sais qu'on parle plutôt photo ici, mais niveau vidéo, c'est même pas à réfléchir, quoi. Donc bref, je pense pas qu'ils vont en vendre des tonnes des EOS M100. Je pense qu'on attend tous que Canon se mette à sortir un sérieux boîtier plein format mirrorless, pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Encore dans un autre spectre, Canon a annoncé 2 objectifs tilt shift. Donc là on va passer très vite parce que ça concerne vraiment pas grand monde, c'est des objectifs très particuliers, beaucoup utilisés pour la photo d'architecture notamment. Ça va permettre en fait, si vous voulez, les tilt shift, vous savez, c'est ceux où on peut décentrer
un bout de l'objectif par rapport à la lentille qu'il y a derrière. Et ça va vous permettre, par exemple, quand vous photographiez un bâtiment, quand vous êtes tout en bas, d'éviter d'avoir l'effet ligne de fuite, l'effet du bâtiment qui a l'air de tomber comme ça. Ça va vous permettre de l'avoir bien droit sur votre photo, en fait. Donc voilà, c'est beaucoup utilisé dans ces circonstances-là. Donc en fait, non, je dis des bêtises, il y en a trois en fait. Il y a le 50 et 90 mm f2.8, il y a le 134 f4, et ils ont sorti aussi un système... Ah oui, c'est des macro tilt shift. Alors oui, ça va encore plus loin, des macro tilt shift. Je ne sais pas par contre s'il y a un intérêt à avoir un tilt shift en macro photographie. Les spécialistes macro pourront me le dire, mais là pour l'instant je ne vois pas forcément. Et ils ont sorti un système de double flash, un petit peu compliqué comme ça, qui vient se mettre sur la griffe, et puis ici vous avez un flash qui apparaît de chaque côté pour venir éclairer vos petites bestioles. Donc voilà, et va quand même falloir compter sortir 2200 $ pour les tilt shift qui ouvrent à f2.8 et 1000 $ pour celui qui ouvre à f4. Ou 1000 $, non peut-être 1000 $ pour le double flash, donc bon bref, c'est bien cher encore. Tamron, et ça c'est une bonne news, ça m'intéresse pas mal, qui a annoncé un 100-400 mm à ouverture 4.5-6.3. Donc ça veut dire clairement un 100-400, donc un objectif qui va être pas mal pour faire de l'animalier a priori. Mais ceci dit, avec une ouverture relativement faible qui fait que ça reste petit et compact. Et donc moi c'est ça qui m'intéresse. Après je sais que ça apporte des difficultés pour l'animalier, notamment si vous êtes au coucher ou au lever du soleil, ça risque d'être compliqué d'avoir suffisamment de lumière. Et donc on est sur un objectif qui pèse 1,1 kg, donc pour pouvoir avoir un zoom qui va de 100 à 400, c'est le plus léger qui va exister a priori. Par contre on n'a pas encore de prix annoncé, mais j'aimerais beaucoup le tester celui-là. J'ai peut-être sur les rails aussi la possibilité de tester le 100-400 de Sigma, donc j'aimerais bien éventuellement avoir les deux pour voir ce que ça peut raconter. Mais ça me branche bien, moi qui cherche un successeur pour mon 55-250. Hop, alors là on part dans une autre galaxie. La galaxie Phase One. Alors Phase One, ils font des boîtiers moyen format, on va dire, c'est-à-dire avec des boîtiers, oui. C'est-à-dire avec des capteurs plus gros que les capteurs plein format. Et donc là, chez Phase One, le principe, c'est beaucoup le principe des moyens formats, c'est-à-dire que vous avez l'appareil photo d'un côté sur lequel vous venez visser votre objectif, et de l'autre côté, vous avez l'arrière, le cul sur lequel il y a le capteur en fait. Et ça remonte à l'époque où on mettait le film d'un côté et puis on venait fermer le boîtier avec l'autre moitié en fait. Et donc ça c'est juste le cul de l'appareil photo qui a un capteur 100 mégapixels avec une technologie qui s'appelle trichromatique où ils disent que c'est les couleurs les plus fidèles que vous ayez jamais vues, c'est aussi fidèle que ce que voit l'œil humain. Alors je sais pas pour vous mais moi j'ai jamais regardé une photo en disant oh là là les couleurs sont vraiment pas fidèles. Ça m'est jamais arrivé donc bon. Peut-être que j'ai pas mon œil assez entraîné, c'est possible. Mais il n'empêche que si vous voulez vous acheter ce petit truc-là, c'est pas 45 $, c'est pas 450 $, c'est pas 4500 $, c'est 45 000 $. Yeah! Juste pour l'arrière, vous pouvez pas encore faire des photos avec ça. Après, il faut avoir l'avant, puis après, il faut avoir les objectifs. Donc bref, si vous en achetez un, passez par mon lien Amazon. Hein. Je pense pas que ce soit vendu sur Amazon des Phase One. Alors, aujourd'hui, j'ai deux petits produits à vous montrer. C'est des produits qu'on m'a envoyés pour les tester. Je les ai trouvés sympas, donc je vous les montre. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, c'est pas sponsorisé. C'est juste des produits qu'on m'a envoyés que je vous montre. Donc ça, j'étais un petit peu sceptique quand on me l'a envoyé. C'est SCP Tech qui commercialise donc le Eye Blazer. C'est ce tout petit truc là qui fait une lumière super puissante. Je sais pas si vous voyez là. Et ça éblouit pas mal. Et donc ce qui est assez intéressant, donc ça vient dans une petite coque de protection qu'on peut venir mettre à son porte-clés si on veut. On a le petit porte-clés qui va avec. Et c'est assez concentré en technologie ce machin-là. Alors c'est vendu au départ normalement pour mettre sur les smartphones pour avoir un flash qui soit plus imposant et plus puissant. Alors moi je fais pas beaucoup de photos au smartphone donc je ne peux pas tellement témoigner pour cet usage-là, mais je ne suis pas sûr de l'impact de la taille. C'est-à-dire que quand on prend une photo au smartphone, c'est beaucoup plus grand que le flash du smartphone, mais ça va quand même, relativement à la taille du sujet, ça va quand même être un tout petit flash. Donc je pense que ça va faire des lumières quand même relativement dures encore. Par contre, en termes de puissance, là, c'est pas du tout... on ne joue pas dans la même cour par rapport au petit flash du smartphone. Bref, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir l'utiliser pour de la photo réflexe.
Et là c'est plutôt pas mal parce que donc on peut l'utiliser en mode flash. Et donc il peut faire 300 flashs ou jusqu'à 1 heure d'utilisation. Et on a la possibilité de changer la balance des blancs. Alors je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si je le mets sur moi, je ne sais pas si ça va bien marcher. Et en fait, ici derrière, là, vous avez un petit éclair. Et quand on passe le doigt d'un côté ou de l'autre, on va changer la température de couleur. Alors on va essayer de le faire sur moi. Hop, alors dans ce sens-là, alors je vois rien parce que je viens de m'éblouir, donc je n'arrive pas à voir. Mais je crois que c'est froid, et dans ce sens-là, c'est chaud. Voilà, et on peut régler plus ou moins froid, plus ou moins chaud. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est très très simple. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Et c'est tout à fait possible de gérer ça avec l'appli aussi, il y a une appli. Et donc moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il soit super puissant et qu'il soit tout petit, parce que du coup on peut le cacher dans plein de trucs. Et moi c'est là que ça m'intéresse. Je ne l'utilise pas spécialement en mode flash, je l'utilise en mode lumière continue. Et ce que je fais, c'est que je vais le cacher dans des petits objets, et notamment pour essayer d'utiliser leur transparence. Un petit exemple, c'est par exemple une petite bouteille. Alors je vous cache l'étiquette, mais de toute façon vous savez que c'est à consommer avec modération. C'est tellement petit que ça peut venir se caler en dessous. Hop là, wouhou, hop là. Ça peut venir se caler en dessous, et si on l'allume et qu'on le met assez puissant, alors là j'ai tellement de spots que vous allez difficilement voir le résultat, mais vous voyez quand même, hop, ce que ça peut faire comme effet de transparence. Et je vais vous montrer une petite photo que j'ai fait comme ça, et je trouve l'effet super chouette. Et à mon avis, ça peut vraiment bien marcher. Vous pouvez aussi le mettre derrière certains objets, ou derrière certaines personnes pour faire une lumière de contour par exemple. Enfin voilà, je pense qu'il y a des possibilités créatives assez importantes par le fait qu'il est tout petit et qu'on peut le planquer dans n'importe quoi. Une petite boîte, on peut le mettre à l'intérieur et du coup ça fait une espèce de petit halo qui sort. Donc voilà, je suis sûr que vous aurez plein d'idées avec ça. Il pèse 20 grammes, c'est vraiment ridicule. Et donc cette petite bébête, ça coûte 40 € sur le site de SCP Tech, vous aurez le lien aussi dans l'article. Et puis voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller l'acheter sur leur site plutôt que sur Amazon. C'est une boîte qui est en France, donc ils livrent super vite. Et c'est juste parce qu'ils ont été suffisamment sympas pour me l'envoyer. Donc à la limite, achetez-le plutôt sur leur site que sur Amazon, parce que sinon ça ne les encourage pas forcément à continuer ce type de démarche, donc ce serait dommage. De toute façon, je crois qu'il est moins cher sur le site d'SCP Tech. Ensuite, on arrive à ce bazar-là. Donc ça, c'est un sac que m'a envoyé la marque GoGroove, qui est une marque totalement inconnue, enfin en tout cas pour moi. Et donc c'est un sac photo, et je vais vous montrer un petit peu de quoi il en ressort. Hop. Donc, c'est un sac à dos. On a ici le petit truc pour mettre à la poitrine. Et on a aussi de quoi accrocher à la taille. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que quand on a un sac bien lourd, ça se porte bien comme ça. Et je vous montre vite fait, voilà, son design qui est plutôt cool, qui est assez moderne. C'est un design qui se fait pas mal en ce moment. Et on peut caler vraiment pas mal de choses là-dedans. Donc je vous fais un petit tour du propriétaire. Ce qui est assez chouette, c'est que ça ne ressemble pas spécialement à un sac photo au départ. Voilà. Hop, donc ici on a ces petits trucs là qu'on peut enlever, mais quand on l'enlève, on n'est pas encore à l'intérieur du sac, il y a une protection supplémentaire. Donc là il y a un zip. Tac. Et là à l'intérieur on a la traditionnelle poche dans laquelle on peut mettre plein de trucs. Alors moi j'ai mis un micro et puis mon flash par exemple. Mais il y a encore de la place pour mettre d'autres choses, et c'est plutôt le genre de poche où on va mettre un pull ou des trucs comme ça. Ma télécommande là-haut, il y a un petit zip, enfin voilà. Ce qui est cool avec ce sac, c'est qu'il y a des poches absolument partout. Là ici, on a sur le côté notre petit accès à l'appareil photo, ce qui fait que quand on l'a sur le dos, comme ça, eh ben, on peut le relever et accéder à son appareil. Tac. Et là j'ai mon boîtier qui est là-dedans. On peut le ranger facilement. Et moi ce que j'ai fait, c'est que la petite poche qui est ici en haut, j'y mets mon petit cache d'objectifs pour pouvoir changer plus rapidement les objectifs. Hop. Et ensuite, on va essayer de faire vite quand même, parce qu'on n'est pas là que pour parler de ça, même s'il est plutôt cool. Ici on a une autre poche qui n'est pas spécialement protégée, mais pour mettre des petits chiffons, des machins comme ça, c'est très bien. Et puis la poche principale. Tac. Donc vous voyez, on n'utilise pas en fait les boucles, c'est juste décoratif. La poche principale qui est celle-là. Alors là, vous voyez, on voit des poches ici encore. Moi j'ai mon fameux tupperware pour faire de la macro. Hop là. Et là-dedans, du coup, on met 3-4 objectifs, des filtres, des batteries, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Moi perso, c'est le seul petit reproche que je fais à ce sac, c'est que on a une ouverture ici par l'arrière du sac à dos. Donc niveau protection contre le vol, par exemple,
c'est pas forcément extra parce que quand je l'ai sur le dos, quelqu'un peut l'ouvrir. Après, moi j'ai mon truc de Tupperware qui protège ou qui surprend la personne, qui va dire ah bah zut, c'est pas du matos photo, il transporte des spaghettis. Mais voilà, pour moi c'est peut-être un petit défaut si jamais vous allez dans des pays sensibles, on va dire. Si tant est que la France puisse être un pays sensible, parfois oui. Si, il y a un truc quand même que j'ai pas dit, même plusieurs. Ici, on peut passer des trucs là-dedans, tac, mais ça traverse par en dessous. Ici, on a une poche pour le trépied. Alors le trépied du coup est sur le côté. Ça déséquilibre un petit peu, mais si vous avez beaucoup de matos, on sent pas trop le déséquilibre. Et ici, vous avez une autre poche encore. J'utilise pour mettre un ordinateur. Voilà, un bon gros ordinateur 15 pouces. Et enfin, dernier truc, vous avez ici la possibilité de décrocher, là ici, les petites bretelles pour pouvoir l'accrocher de l'autre côté et en faire un sling. Donc en fait, je l'ai essayé, j'ai essayé en mode sling, je suis pas forcément fan du mode sling, je le préfère en sac à dos, je vous avoue, mais c'est possible pour ceux qui le souhaitent, ou si vous voulez reposer un petit peu une épaule, ou voilà. Donc bref, c'est un sac photo qui se veut capable de tout faire, en gros. Le design est plutôt soigné, c'est plutôt de la bonne qualité. Il y a des poches partout, il y a des options partout, enfin voilà, il manque à peu près rien là-dedans. La qualité au niveau des tissus, au niveau des fermetures éclairs, etc. est un petit peu en dessous de la qualité des sacs Lopro. Moi qui ai l'habitude des sacs Lopro. Maintenant, ça gêne pas, c'est juste que c'est une qualité un petit ton en dessous. Si, j'ai pas dit, il y a une protection de pluie aussi qui est intégrée, enfin, il y a tout. Voilà, mais je pense que si on avait un sac Lopro qui avait autant d'options, on ne le paierait pas 75 €, on le paierait bien le double du prix. Donc voilà, pour moi c'est un petit compromis, mais qui n'est pas forcément rédhibitoire. Voilà, bah, écoutez, on a fait tout le tour, mais je le trouve sympa et je le trouve joli et un peu différent, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc si ça vous intéresse, le lien pareil, pas dans la description, dans l'article associé. Et voilà, merci GoGroove pour m'avoir envoyé ce sac, je l'ai testé, je l'ai trouvé sympa, donc j'en parle. Voilà, pour info d'ailleurs, je ne parle pas de tous les trucs qu'on m'envoie, il y a des produits qu'on m'a envoyés qui ne me plaisent pas du tout, notamment par exemple on m'a envoyé un trépied qui n'est pas... je ne peux pas le recommander, donc j'en parle pas, voilà, c'est juste comme ça que ça fonctionne. On continue, Spiffy Gear, alors une nouvelle marque qui fait du matériel, des petits accessoires. Alors là par contre on change de gamme de prix. Ils ont lancé des éclairages qu'ils appellent Specular. Le principe c'est que c'est des petites barres de LED qu'on peut assembler un petit peu comme des Lego en fait. Donc il y a les pièces pour assembler les différents éléments. Et ça permet de faire du coup des éclairages carrés, des éclairages en étoile, en triangle, etc. Et du coup, dans l'œil en particulier, ça va permettre de faire des reflets complètement nouveaux. Voilà. Donc c'est l'idée pour ceux qui font un petit peu de photos, un peu fashion et tout. Donc ça vient en kit. La base coûte quand même 650 $. Et avec ça, vous avez, je crois, 3 éclairages, ça doit être genre ce truc-là. Et après, 330 $ pour chaque barre de LED que vous voulez rajouter. Donc voilà, on n'est pas dans les mêmes gammes de prix. Mais c'est une innovation. Donc bah, en général, ils font payer ça à le prix cher. Mais pourquoi pas, ça peut intéresser certains d'entre vous. Logitech qui a annoncé la sortie d'un clavier pour les créatifs, donc les gens qui travaillent beaucoup sur ordinateur et dans certaines applications, notamment Photoshop et probablement Lightroom aussi. Ils appellent ce clavier Craft. Et c'est un clavier qui a une molette ici en fait. Donc c'est un petit peu différent du concept de... j'ai déjà perdu le nom de... la platine que je vous avais montré, j'ai plus le nom en tête. La platine qui avait plein de molettes partout pour toutes les fonctions de Lightroom. Là cette fois-ci il n'y en a plus qu'une, mais par contre comme c'est complètement tactile ou en appuyant sur des touches ou autre, vous pouvez affecter des tas d'options à cette molette là. Donc pareil, allez voir dans l'article, probablement que Steve mettra un petit extrait vidéo de la démo. C'est plutôt convaincant, ça montre qu'on peut faire plutôt pas mal de choses avec, genre jouer sur la taille de la brosse, sélectionner un nombre d'étoiles, etc. Enfin on peut faire pas mal de choses avec cette petite molette, donc pourquoi pas. Et puis ça c'est plutôt une idée un peu gadget, c'est Photodiox qui sort des sous-verres, un ensemble de sous-verres, donc pour boire une petite bière ou je sais pas quoi, et quand on les visse ensemble, ça fait un petit objectif. Voilà, donc dans le genre, ça fait un 85 mm série L, mais un 85 mm série L à 25 $. Voilà, mais qui par contre fait pas des très bonnes photos. Voilà, c'est tout pour les news de ce mois-ci. D'habitude, je vous dis que je vous laisse avec les photos du mois de septembre, mais je sais que ce mois-ci, j'en ai pas publié. Au mois d'octobre, il y a peu de chances que je publie des photos sur la page Facebook. Par contre, au mois de novembre, ça reprendra, c'est certain, et là, on va repartir à fond sur les photos. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était une longue vidéo MPR News. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!